Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, direction Annecy, j'ai le plaisir d'interviewer Nicolas Simon, le président d'Amatéis, une entreprise familiale spécialisée dans le textile et les sports outdoor. Je suis Guillaume Pellegrin, le président de Newton Offices de Marseille à Lille, en passant par Bordeaux, Lyon ou Annecy. J'ai le plaisir d'interroger des dirigeants pour comprendre avec vous les raisons de leur succès extramuros. Aujourd'hui, direction les montagnes, direction le ski, un sport que j'adore. Nicolas va nous expliquer comment il a repris cette entreprise familiale et continuer à développer cette entreprise qui possède plusieurs marques connues, telles que Degré 7 ou Duvillard, que vous avez certainement croisé sur les pistes pour ceux qui aiment ce sport, et nous expliquer quels sont les enjeux en 2025 de développer une marque textile, malgré les enjeux RSE, malgré la concurrence et malgré les problèmes potentiels environnementaux. C'est parti. Bonjour Nicolas. Bonjour Guillaume. Bienvenue dans Extramuros. Ravi de t'avoir parmi nous, puisque cette saison, alors on est en hiver et on a un spécialiste des sports de montagne. Bienvenue dans Extramuros. Écoute, merci à toi de m'accueillir. Un grand plaisir de faire ce podcast. Alors tu es le président d'Amatéis, qui est pas la marque la plus connue, mais qui a des marques connues au sein du groupe. Est-ce que pour démarrer ce podcast, tu peux nous raconter l'histoire de ton entreprise, s'il te plaît? Avec grand plaisir. Donc, Amatéis, c'est un groupe familial qui a été créé par Philippe Simon, mon père. Lui, initialement, il avait créé la société dans les années 91. À la chute du mur de Berlin, il est parti dans les pays de l'Est, découvrir un petit peu ce qui se passait. Puis, il est tombé sur des usines de chaussures. Donc, il a décidé d'importer un camion avec de la marchandise à l'intérieur. Donc c'était de la chaussure trekking. Donc la première marque du groupe s'appelait Amatéis. Donc aujourd'hui c'est le nom de société, mais la première marque s'appelait Amatéis. Il était à Annecy déjà à l'époque, lui? Et il était à Annecy déjà à l'époque, ouais. Avant ça, il était marchand de bestiaux. Donc il a Pas pareil, complètement rien à voir avec plutôt une grosse société. Il exportait beaucoup de veaux à l'étranger. Donc il y avait déjà ce schéma de développement import-export, il connaissait bien. Et donc il a vendu cette société et il a décidé de se tourner vers le textile. C'est un métier qui lui a toujours plu, avec ce côté un peu créa. Et ce premier camion de chaussures qu'il a importé, il a commencé à vendre autour d'Annecy dans des magasins de sport et à des copains, qui avaient envie de faire de la montagne. Donc voilà la vraie histoire du début, et surtout il stockait la marchandise dans un garage. Donc c'est un peu l'histoire, la classique du créateur qui commence dans le garage, mais voilà, plutôt sympa. Mais c'est pas faux. Et c'est pas faux, exactement. Donc c'était son lancement. Il t'a raconté à quoi ça ressemblait, l'Allemagne de l'Est, début des années 90? Alors, il m'avait raconté un petit peu. C'était très froid, hein, très, très compliqué aussi de passer et très compliqué d'importer la marchandise, forcément, parce que les droits de douane, enfin toute la partie douane, droit était assez compliqué. Donc ça avait pris un peu de temps, mais la Chine n'était pas encore assez développée à cette époque-là. C'était vraiment les prémices de l'Asie. Donc, on n'avait pas cette notion d'aller en Asie pour acheter de la marchandise. On allait plutôt ou en France ou en Europe, ou la partie Est, qui était quand même assez connue pour toute la partie production. Donc, yes, je sais que l'Italie est une région aussi spécialiste de la production de chaussures. Exactement, à Montebelluna, on a travaillé longtemps du coup avec les Italiens. On en parlera après, mais c'est vrai que la production a commencé à s'effondrer là depuis 5-6 ans, et aujourd'hui, tous les fabricants qu'on connaissait ont disparu aujourd'hui sur la partie chaussures. Mais bon, ils sont partis en Asie ou sont retournés dans les pays de l'Est. Roumanie, Bulgarie, qui ont un gros développement sur cette partie prod. Bon, on va y revenir en deuxième partie de podcast.
Donc à partir d'Amatéis, comment ça se développe? Alors après, donc voilà, Philippe commence à créer cette première marque Amatéis et il décide après de se spécialiser dans le textile, donc en créant plein de petites marques. Ça s'appelait Utopic, Écosystème, voilà, plein de différentes marques nous on a renommé Aulp, donc AULP, il y a 8 ans, donc pour créer une vraie identité autour du savoir-faire d'Amatéis. Et en troisième partie, on a racheté deux marques iconiques françaises qui sont Degré 7 et Duvillard. Donc voilà, des belles endormies comme on appelle ça, des marques qui ont entre 30 et 45 ans d'existence. Donc voilà, pour venir agrandir en fait notre panel de marques sur le groupe. Donc Quand, ça quand... c'est... Pardon, vas-y. Pardon, vas-y. Non, mais là, on est au début des années 90. Moi, je me rappelle, c'était les JO d'Albertville. Ouais. C'était un grand engouement français. Ça vous a aidé au démarrage? Je pense pas forcément. Il était pas forcément. Voilà, on était plus sur des produits mass market à cette époque-là, donc pas forcément spécialisés. Et bon, après, la dynamique montagne était là bah, avec les JO. Forcément, ça amène une dynamique. Et on a bientôt les C'était JO plus qui vont. indirect et à plus long Ouais, c'est terme. ça. On a les JO qui vont bientôt revenir aussi chez nous, donc on les attend avec Ouais, impatience. c'est ça. 2030. Exactement. Ouais, ça va être sympa. Ça vient Ouais, de se lancer là. ouais, exactement. Bah justement, avec Gros Piron qui était une des stars de ces JO de 92 et Qui qui sera à revient la du coup, tête. Ouais. qui revient là ouais, dans le processus, mais je pense que ça va être assez intéressant. Ouais. Moi, c'est la première fois du coup que je vais vivre bah, cette épopée des JO. Donc il y a toute la partie amont qui est assez importante en préparation. Donc alors qu'on voit ce qu'on peut faire pour accompagner un petit peu les stations là-dessus. Ouais, ça va être sympa. Bon, on va y venir après sur votre Ouais. développement. Tu as parlé de Belles Endormies, tu peux nous les présenter? Alors du coup, on a Degré 7 du Villard, donc Degré 7 qui est une marque qui avait été créée par Patrick Valençon, donc un des premiers freeriders qui a existé. Donc une marque de base très colorée. Lui, c'est une personne qui aimait des produits type avec des coloris mauve, vert, bleu, bleu très appuyé en termes de lumière. Ça me Voilà. rappelle des souvenirs avec la BO fluo aussi. Exactement, mais c'était exactement ça. C'était la vélo fluo, les tenues One Piece, donc hyper colorées avec plein de patchs couleurs. Donc voilà, ça c'est une marque qu'on a repris il y a 5 ans, voilà, qu'on remet sur le marché, qu'on redéveloppe. Et là cette année, on a lancé une collection type du coup héritage. On a on a acheté 15 produits sur Vinted des années 90 donc de la marque de Graissette, et on est venu le refaire avec les matières actuelles, des coloris un petit peu plus sobres quand même, mais si tu veux les fits sont les mêmes, donc très oversize, ouais, ça va être une super collection là, donc elle a bien plu en présentation en tout cas. Donc voilà, si on a gardé nos combinaisons des années 80, on va pouvoir les ressortir. Alors. En tout cas, prendre Exactement. celles de nos parents. Quoi. Ouais, et tu pourras acheter la petite polaire qui va avec. Du coup, ça sera pratiquement les mêmes coloris. Donc, Le total look. total look. Avec le petit bonnet, petite chapka, ça va être joli. Je sais pas si j'ai hâte, mais Bon, si ça arrive, je t'enverrai une photo. ouais, avec grand plaisir. Et donc après, on a Duvillard, donc une marque qui a été créée par Henri Duvillard, donc un célèbre skieur qui a gagné énormément de Coupe du Monde, qui a participé au JO, et qui donc également une belle endormie, plus sur un créneau un peu plus haut de gamme, sur des vestes de ski entre 500 et 700 euros, euh, où là, voilà, on est venu redévelopper les gammes de A à Z, avec un schéma de redynamiser en fait ces Degré 7 et du Villard, donc en écrasant un petit peu ce qui a été fait et en recréant des nouvelles collections un peu plus à même de subvenir aux besoins du marché. Donc que ça soit des produits un peu plus versatiles, un petit peu moins ski, voilà, un peu plus détournables en fait dans la partie produit. Et bah, aujourd'hui ça plaît bien, ça prend un peu de temps forcément parce que c'est des marques qui sont lourdes en investissement,
On est sur des pièces qui sont chères, donc bah, forcément les coûts de développement sont élevés. Mais voilà, assez intéressant. Ce qui fait qu'aujourd'hui, tu as dans le groupe Vertigo, qui est la marque de chaussures historique de la marque, Holp, qui est notre marque phare aujourd'hui, donc textile outdoor, De Donc on voit le Gresset. logo derrière toi là, c'est ça là. Ouais. Exactement, ouais, Ouais. exactement. Donc, Pour ceux qui regardent sur YouTube. un un chamois avec une croix de Savoie et Holp qui veut dire en patois savoyard, donc notre langue d'ici, pâturage. Donc voilà, et toute une identité, voilà, montagne qu'on a voulu amener. Et De Gresset sur un créneau moyen de gamme et du Villars sur un créneau haut de gamme. Comment vous faites vivre toutes ces marques au sein du groupe? Il y a une direction artistique sur chaque marque pour conserver cet ADN et toutes les fonctions support sont au-dessus. Ça marche comment? Pour avoir des Alors, synergies entre tout ça. aujourd'hui, tu as des chefs produits donc qui chapeautent en fait les marques. Et après, ça redescend sur la partie style et sur la partie fit, qualité et production. Ce sont voilà, les gros axes après de développement sur le produit. Donc nous, il faut se dire qu'on part je pense que je dois avoir ça ici, un petit bout de matière comme ça. Donc, Donc là, vous aurez intérêt à regarder sur YouTube faut l'épisode. regarder. Voilà. Et pour expliquer à ceux qui regardent pas sur YouTube, Mm, voilà, c'est un petit bout de matière mm, mm. classique euh, où on commence de cette partie pour créer un produit à la fin. Donc, il y a le dessin, après la partie production avec nos fournisseurs historiques, et après la partie où nous, on va commenter le produit, on va le fitter, parce que forcément, un produit, il faut qu'on le fitte aussi. Surtout le ski, c'est quand même assez technique, donc il y a beaucoup de travail sur le fit, et après la partie technicité qui vient s'ajouter derrière. Ok, et ça c'est propre. Il y a une équipe par marque ou vous êtes ou pas aussi simple que ça. Ouais, on va dire que j'ai deux Gresset du Villard avec une équipe et Holp et Vertigo avec une autre équipe. Ce qui permet d'avoir la partie haut de gamme avec une équipe et la partie un peu plus accessible avec une autre. Ok. Donc Et ça on divise aura un peu. une exclue avec derrière toi les plans de la future collection. Tu me disais. Exactement, ouais. Derrière moi, j'ai les plans de la collection qui va sortir l'hiver prochain. Voilà, qu'on est en train de vendre en ce moment pour l'hiver prochain. Donc, pour ceux qui sont sur YouTube, ils auront l'occasion s'ils veulent zoomer un peu, voir deux, trois références. C'est ça le timing, ou en tout cas le rétro-planning. T'as un an d'avance en fait pour que ce soit À en magasin aujourd'hui, à partir de l'automne. voir un peu plus, ouais. On est plus on va dire, on est sur 14 mois à peu près de préparation. Donc, ça veut dire que nous, on va commencer à penser au produit sans avoir vendu la collection d'avant. Ce qui est assez dur, Ben ouais, t'as honnêtement, pas eu le parce retour. que Ouais. j'ai pas le retour de la première collection qu'on a vendue. Et on est obligé d'anticiper année sur année, que ce soit les coloris, que ce soit du coup les nouveautés. Des fois, il y a des produits qu'on pense qu'ils vont pas marcher, mais qui explosent à la vente. Donc, bah, forcément, bah, ça, on pouvait pas le savoir avant, donc faut aussi l'anticiper. Et bon, après, nous, ça fait plus de 34 ans qu'on existe, donc on a quand même cette notion de plus en plus à savoir si un produit va fonctionner ou non. Donc on sait, on arrive à le contrôler à 90% si tu veux, ce qui est déjà pas mal. Ce qui est déjà pas mal. Et t'es obligé de tout renouveler tous les ans ou t'as des modèles qui peuvent rester d'une année sur l'autre? Je renouvelle à peu près 50% chaque année. Donc c'est la moyenne dans le textile. Pour vraiment qu'il y ait une dynamique autour des marques, tu es à 50%. Après, sur deux Gresset du Villard, à l'inverse, je suis à 80% chaque année. Pourquoi? Parce qu'on veut mettre du waouh à chaque fois qu'on présente les collections et on a besoin que chaque année, dès qu'on voit le produit, bah, qu'il soit différenciant, qui est toujours ce côté explosif un peu avec la marque. Mais normalement, ouais, c'est 50%. Alors si on en vient à ton parcours au sein du groupe, tu peux nous expliquer comment tu arrives dans ce groupe créé par ton père? Ouais, alors moi, à l'âge de mes 14 ans, j'étais déjà avec mon père en Asie, à me balader dans les usines avec lui, à me balader sur les salons. Euh, C'était à Canton, donc à Guangzhou. On faisait souvent Canton, Shanghai, Hong Kong, qui sont quand même les trois gros pôles
à aujourd'hui. Et donc, bah, voilà, chaque année, je partais avec lui au moins 2, 3 semaines par an. Donc, très sympa. J'ai créé mon premier bonnet, mon premier design de bonnet à 16 ans. Il m'avait laissé l'opportunité sur place de me dire, allez, choisis ce que tu veux. Il y avait peut-être, on va dire, 3000 bonnets, 3000 styles de bonnets. Il fallait que je choisisse le bonnet de l'année prochaine. D'accord. Et C'est-à-dire que c'était déjà existant et toi, tu choisis celui que tu c'est ça, vas ouais, c'est faire ça. produire et importer. C'est ça, on avait fait du picking, donc voilà, tu vas avec le fournisseur, donc tu piques ce que, en gros, le fournisseur a fait, tu rajoutes ton logo sur le produit, donc assez simplement. Et donc c'était mon premier produit, ça a été un bon bid. Je crois qu'on en a J'allais te encore, demander. je crois qu'on en a encore 2, 3 qui traînent dans le dépôt. Donc bon, fallait faire un peu les armes. Donc voilà, C'est bien. c'était Ouais, il faut. sympa de sa part. Donc voilà, les vacances d'été, j'étais dans le dépôt pour les préparations de commandes. Et après, j'ai quand même fait mes études à côté. Enfin, Philippe, mon père voulait que je vienne bosser directement avec lui. Moi, je lui ai dit que j'aimerais bien quand même découvrir un peu autre chose avant de venir travailler avec lui, avoir une vision un peu plus ouverte voilà, de la vie en général. Et donc voilà, je fais l'école de commerce assez classique. Où j'étais parti étudier à Lyon, Bordeaux et San Francisco. Donc j'avais fait ces 3 villes. Euh, et à la fin des études, voilà, je suis rentré dans l'entreprise, donc à 23 ans, euh, pour commencer à développer bah voilà, ce qui est devenu Amatéis aujourd'hui, donc 7 ans plus tard. Donc une société qui est passée, on était à peu près à 2,7 millions d'euros de chiffre d'affaires, quand aujourd'hui on avoisine les 12. Donc voilà, une belle progression en 7 ans. Pareil, c'est ce que je lui ai toujours dit, c'est qu'on a de l'or dans les mains. Ce savoir-faire de 34 ans, il est pratiquement inexistant en France. Et cette connaissance marché également. Donc voilà, ça a pris un peu de temps, mais on est en train de créer en tout cas une super société aujourd'hui. Ouais, bravo. Ça me rappelle des souvenirs, parce que moi, on a une boîte familiale aussi dans le transport routier. Donc, les étés, j'allais charger des camions. Quelques étés, pas tous les étés. Donc, Ah, c'est mon frère qui a pris le flambeau ah, ok. de cette activité-là. Les journées dans le dépôt, du coup, tu connais aussi. Ouais, ouais. Puis à Marseille, l'été, ça il faisait un peu chaud. Ah bah ouais, tu C'était m'étonnes. bien physique. Tu m'étonnes. Mais c'est formateur. Mais puisque ça me parle, moi, de bosser avec son père, ça a été quoi les enjeux, les défis et comment ça s'est passé, toi? Euh, alors, ça a été on va pas dire long, mais il y a quand même une phase de transition qui est assez importante. Moi, j'avais fait un mémoire sur les transmissions d'entreprise familiale à la fin de mes études, donc Tu l'as je vu m'étais, arriver, quoi. Ouais. ouais, je l'ai vu arriver. Je me suis dit autant être préparé en avance. Donc comme ça, Mm. moi, je vois tout ce qui a été fait autour, tout ce qu'il faut pas faire pour pas le reproduire. Donc moi, j'ai quand même fait des conneries, hein. Honnêtement, ça aurait été trop facile sinon. Mais euh, mais c'est normal. Et non, ça s'est bien passé. Ce qui était intéressant, c'est qu'on avait quand même une cohérence sur le business. À l'inverse, par contre, lui voulait rester petit. Moi, j'ai quand même ce schéma de grandir. Donc, c'est là où voilà, on a deux, trois discordances là-dessus. Mais non, dans l'ensemble, ça s'est bien fait. Ça a pris à peu près 5 ans, la transmission. Du moment où on s'est dit que, voilà, que je reprenais, que j'allais reprendre. Il y a eu 5 ans de transmission qui se sont faites jusqu'à l'année dernière où j'ai finalement racheté du coup la société avec mes 2 sœurs aussi qui sont dans la société. Voilà, qu'on reste cet esprit famille. Donc, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais j'ai ma mère aussi qui travaille dans la société et mon oncle. Donc voilà, Qui y sont toujours. qui sont toujours, qui Il n'y a sont que ton toujours là. père qui finalement a pris du recul. Il a pris du recul, il vient quand même tous les jours pour voir ce qui se passe parce que c'est son bébé, hein, c'est normal et ça fait plaisir. Mais oui, il prend du recul. Il prend du recul là aujourd'hui. Bon, il part toujours en Chine avec nous, ça c'est Ah, super. C'est son l'élixir de Jouvence. c'est l'élixir exactement, Mm. c'est son plaisir et j'aime bien l'avoir avec nous parce qu'il a cette vision que parfois je j'ai pas du fait que bah
Lui, il a tout ce background que moi, je n'ai pas encore. Et, euh, et on arrive à voilà, avoir une vraie cohérence entre nous deux. Donc, Vous c'est avez intéressant. formalisé un rôle d'advisor, il y a un board, c'est quoi Euh, la... Vous avez officialisé, même avec tes sœurs, comment ça se passe, la répartition ouais, de tout ça? aujourd'hui, on va dire qu'il y a un espèce de board qui a été créé familial. Donc, qui inclut ma mère, mon père et mes sœurs. Euh, voilà, bon, on est quand même sur une petite société encore. On n'est pas sur une grosse société. Nous, on va être une petite trentaine, hein, au sein de la structure. Euh, mais voilà, on est sur quand même une croissance assez intense depuis 7 ans. Oui, on a formalisé un petit board, si tu veux, à aujourd'hui. Donc, mais voilà, ça se passe bien. Et pareil avec tes sœurs, chacun a son rôle dans l'orga. Exactement, j'ai ma sœur du coup qui travaille plus sur la partie commerciale, gestion commerciale. Et, euh, et la troisième, aujourd'hui, elle est encore en études, elle n'est pas rentrée dans la société. Donc là, typiquement, elle est au Canada, à Vancouver, là, pour apprendre un petit peu l'anglais. Donc c'est bien. Elle se forme elle aussi à son niveau, et puis quand elle sera prête, elle pourra nous rejoindre. Et justement, donc, ta sœur qui s'occupe du commerce, elle a des sujets à l'international, ça fait partie de votre feuille de route? Ouais, exactement. On a un gros développement international. On a ouvert à peu près 20 pays en 3 ans quand même, ce qui est beaucoup. C'est plutôt pas mal. Euh, donc, notre gros marché reste la France. C'est là où on est fort, c'est ce qu'on sait faire. Et après, l'objectif, c'est de dupliquer notre schéma français sur l'export, donc pays par pays. Donc, à aujourd'hui, l'export représente 22-23% du chiffre. À terme, faut que ça dépasse la France. Donc, c'est l'objectif final. Tout en maintenant notre chiffre d'affaires sur la partie Française. française. Et c'est Euh, Europe ou c'est au-delà de l'Europe? Là, on commence à vendre au Canada, typiquement. Ouais, voilà. Ah bah tiens, Donc, voilà. les US, je vais pas y aller tout de suite. Avec ce qui se passe là-bas, je vais, pour l'instant, les laisser en paix. Et la partie Asie, aujourd'hui, est quand même, mine de rien, est pas en pleine forme. Le business textile est en baisse aussi sur la partie asiatique, donc on se concentre principalement sur l'Europe. Europe et pays de l'Est, qui sont assez importants pour nous. On précise que Trump est officiellement président depuis quelques jours, voilà, pour Et, ceux qui écouteraient une date et- indéfinie Exactement, et sur le podcast. voilà, qui peut sortir des lois toutes les minutes, donc c'est Ouais. pas forcément un pays où on a envie de s'aventurer en ce moment. Et aujourd'hui, donc la détention, c'est familial et vous êtes indépendant et C'est assez ça, libre de vos mouvements. exactement, voilà, qui est une holding qui gère la structure 100% familiale, avec pas d'objectif à faire rentrer d'investisseurs dans le board. On veut rester familial. Ouais, ouais, puis si ça vous suffit pour vous développer, s'il n'y a pas de Ouais, besoin, autant pas se diluer, hein. c'est ça, on n'a pas de besoin aujourd'hui. Donc, puis on n'a pas un objectif à monter à 100 millions d'euros dans les 2 ans, typiquement. Donc, on préfère le faire voilà, étape par étape, à notre rythme. Et, euh, et du coup, en investissant avec voilà, nos propres fonds dans le projet. Bah, justement, si on vient maintenant sur cette partie de projection et de développement, c'est c'est quoi ta vision? C'est quoi les enjeux? Est-ce que vous êtes Euh, inscrit à un plan comme ça à 5-10 ans avec, en famille? ouais, on en discute. Les repas du dimanche, mine de rien, on est un peu obligé de discuter de tout ça. Euh, on est sur un projet, nous, à atteindre les 15 millions d'euros dans les 2 prochaines années. Euh, donc ça, c'est notre premier point d'accroche. Comme je t'en parlais tout à l'heure, ce développement export, on a mis en place des structures avec des distributeurs ou des agents dans les pays euh, où voilà, on veut avoir un développement assez intense sur les pays. Donc je pense que les 20 millions d'euros sont assez facilement réalisables dans les 5 ans euh, avec la structure actuelle. Et à ce moment-là, on n'a pas écrit le après 5 ans.
Ouais, On, ouais, ouais. Oui, oui, voilà, bah, ce c'est pas, qui on est, vous en veut ce pas. qui, Ouais. Ouais. ce qui est déjà pas mal. Et voilà, tout en gardant cet esprit familial. Nous, notre force aujourd'hui, on a une agilité que d'autres n'ont pas. On va dire qu'on est plus réactif que les multinationales. On est capable d'aller plus vite. Et ça, c'est quelque chose que j'ai pas envie de perdre. Et je sais en grimpant les échelons, on va commencer à perdre un peu cette agilité. Donc voilà, c'est pour ça on veut y aller en douceur. Et pareil sur la relation client, notre force aujourd'hui, c'est d'être près du client. Je vais prendre un exemple d'un Nike, d'un Adidas qui aujourd'hui, eux, ont complètement lâché cet esprit client, voilà, d'être proche d'eux, de les accompagner. Bah, aujourd'hui, ils le payent. Donc, nous, aujourd'hui, on est aussi gagnant, on grimpe grâce à cet esprit famille qu'on essaye d'inculquer en fait à nos clients et ça, c'est quelque chose qu'ils aiment bien. Mais comment tu fais? Parce que tu vends pas en direct? Non, pas en direct. Moi, je vends directement au magasin. J'ai du Ouais. B2C aussi, mais c'est une petite part du business. On peut acheter Et en ligne directement du Degré 7 ou du Villard ou autre exactement. Ouais, ça représente pas une grosse sur les part du sites. business Pour l'instant, sur les ok. sites. Ouais. Mais vraiment, notre gros focus, c'est donc la vente au magasin. Type, je vais te prendre un exemple, Vieux Campeur, EcoSport, Intersport. Ouais, ça, c'est mes clients. Et nous, on a une relation où j'ai des personnes du coup qui sont sur le terrain qui vont visiter les magasins 2, 3, 4 fois par an et ce que d'autres marques ne font plus aujourd'hui typiquement et donc en fait de garder du lien avec eux et de les accompagner voilà sur leur développement. Par exemple, s'il y en a qui vont mal, voilà, c'est peut-être faire un peu d'échéance de paiement pour les accompagner. Si il y en a qui veulent accélérer, bah, on est là pour développer des produits avec eux aussi s'ils ont besoin. En 2 jours, on est capable de développer 10 paires de chaussures. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà, Donc schéma là, tu parlais du d'agilité, client type Intersport ou Vieux Campeur. c'est ça Pas exactement. plus dur d'avoir le feedback du client final. Ouais, alors le client final dur. Ouais, on n'a pas encore le vrai retour du client final. On a lancé nos sites il y a 2 ans, donc ça démarre bien, mais on commence tout doucement. Et puis, bon, on a aussi un schéma à développer des magasins propres. Donc, on a commencé cette année là avec un premier magasin Holp qui a ouvert au Grand Bornand, donc à côté d'Annecy, donc une station de ski. Donc voilà, c'est notre premier pas dans la partie un peu plus retail. Voilà, on s'est associé avec un partenaire sur ce projet et on a une deuxième ouverture aux Deux Alpes l'année prochaine. Donc De Holp aussi? all possible, en focus sur all les magasins. Ok. Ouais, c'est Ok. L'idée, c'est pas d'avoir le multimarque avec des positionnements différents, c'est d'avoir une verticale. ouais, la problématique d'avoir du très haut de gamme avec Hmm. de l'accessible, c'est que c'est pas les mêmes types de clientèle. Donc on Hmm, hmm. n'arrive pas à vraiment Je- créer une une osmose expert- entre les quatre Ouais, marques. bien Ouais. sûr. Mais ouais, Holp, c'est la marque, nous, aujourd'hui, on a le plus fort développement, voilà, qui grandit le plus du fait de son attractivité prix produit. Hmm. Euh, et donc, voilà, on se focus sur Holp pour les magasins pour l'instant. Donc Holp qui était donc la nouvelle marque des marques historiques, hein, c'est ça? C'est ça, exactement. Ouais. Et c'est grâce en soi à cette marque-là qu'on a pu racheter, du coup, les marques historiques. Donc, c'est les marques les plus connues ont pu être achetées avec la marque Holp. Tu sens une tendance vers une augmentation, une amélioration de la gamme ou au contraire vers de la demande plus économique, bas prix depuis ces derniers temps? Moi, Euh, si je développe un peu plus ma pensée, c'est que j'ai quand même l'impression que dans tout secteur, si tu es au milieu, tu vas prendre des coups de tous les côtés, il vaut mieux avoir un positionnement clair en étant entrée de exactement. gamme ou haut de gamme, mais au milieu, c'est chaud, quoi. Ouais, alors je suis complètement en phase avec toi. Aujourd'hui, tu as 2 segments qui sortent du lot. Donc, l'accessible, tout l'entrée de gamme, donc qui grandit de plus en plus, du fait que la partie moyenne gamme est descendue. Donc, elle est très peu montée, elle est voilà, beaucoup descendue. Et moi, j'ai un exemple en fait d'un sablier. Donc, tu as la partie haute aujourd'hui avec le sable, si tu veux, qui est la partie haut de gamme. Toute la partie au centre, donc le long tuyau qui représente à aujourd'hui le moyen de gamme. Et la partie basse, donc le récipient, c'est tout l'entrée de gamme. Et pour moi, le marché aujourd'hui il ressemble à ça.
Et donc on a une force demande sur la partie donc Aulp typiquement qui grandit et Duvillard donc sur la partie haut de gamme qui monte un petit peu. On avait un petit problème de positionnement avec Degré 7 du fait qu'on a perdu cette gamme au milieu. Et là, on est en train de la redescendre un petit peu ou l'amener sur des produits un peu plus différenciants. Donc c'est pour ça qu'on a recréé Un cette peu, collection un peu héritage. niche. Ouais. Ouais, Ouais, qui exactement, revient niche, sur cible. l'ADN de la marque. Exactement, ouais. Mais de sortir en tout cas de ce moyenne gamme qui a disparu. Et je trouve que oui, aujourd'hui le business est drivé par le pouvoir d'achat, donc le cash. Et forcément, on a vu des grosses marques arriver, bah, type chinoise, type Temu, voilà, toutes ces grosses marques chinoises qui ont pu arriver sur le marché, qui se développent énormément. Euh, et nous, avec la partie Aulp, on essaie quand même d'amener un produit un peu plus qualitatif que ce que peuvent proposer tous ces entrées de gamme. Voilà, on n'est pas là pour faire du mass market, voilà, du pur mass market. On va quand même amener un produit qui va être durable, qui va avoir des accessoirisations qui sont quand même sympas, tout en gardant un prix attractif. Et, euh, et le marché en 4 ans a beaucoup bougé. Entre l'après-Covid et maintenant, il y a une phase qui s'est passée avec un après-Covid explosion, donc du business dans le textile en général. Et là, aujourd'hui, on est plus sur une phase de descente où on a vu, hein, il y a beaucoup de sociétés hein, qui ont déposé, hein, des Camailleux, voilà, toutes ces tranches de IKKS qui fait un des magasins typiquement. Voilà, on est quand même sur une dynamique en baisse, mais voilà. Nous, le groupe reste en positif, donc je suis plutôt assez confiant et content avec du travail de tout le monde. Alors, puisque tu as abordé la Chine et le sujet prix, parlons-en. Dans, dans pas mal de podcasts, on a parlé d'écologie, d'RSE. Nous, on est Bicorp, on fait vachement gaffe. On a fait il y a quelques années un bilan carbone. On est sur des Ouais, trajectoires de réduction d'émissions. On sait que le secteur textile, dans l'ensemble, pollue énormément. D'ailleurs, je crois que c'est à peu près comparable au transport dans le ouais, monde, même si c'est moins la cible que l'avion. bien On sûr. tape plus sur l'avion que sur le textile, mais il y a vraiment un sujet également. Comment vous regardez ça, vous, qui êtes dans les montagnes, qui est avec des glaciers devant vous, pour Euh, dramatiser un peu la question? Pour dramatiser, exactement, avec voilà, les glaciers qui fondent. Ouais. Alors, aujourd'hui, la réalité du marché sur la partie développement durable, euh, on a eu un après-Covid avec un gros développement sur la partie éco-responsabilité et développement durable, donc avec l'utilisation de matières recyclées dans les gammes produits, ce qu'on fait hein, aujourd'hui. Euh, mais comme tu le disais tout à l'heure, on a mine de rien une économie qui est drivée par l'argent et l'écologie passe en second plan aujourd'hui. On en Sur parle le moins. consommateur final, tu veux dire? Ouais, sur le Le consommateur consommateur final, il final, va plus regarder le prix, c'est ça. Il va regarder le prix, surtout sur l'entrée de gamme. c'est ça. Surtout sur l'entrée de gamme et même sur le haut de gamme, tu vois, parce que sur de la partie premium, nous, on faisait des vestes typiquement avec des matières biosourcées. Donc, c'est-à-dire que c'était des déchets de maïs qui étaient recyclés. Avec ces déchets, on recréait de la fibre textile et des vestes de ski. Donc, quand même une démarche qui était plutôt noble, qui était bien forcément à un prix plus élevé. Euh, et ce qu'on s'est rendu Parce que le compte, coût de c'est revient est que plus élevé. Ça coûte plus cher de le coût, faire comme ça. coût de revient plus élevé forcément, parce que c'est des Mm. matières qui sont plus lourdes à fabriquer. Et la problématique, bah, c'est qu'aujourd'hui, même sur la partie haut de gamme, c'est pas quelque chose qui va, en tout cas, déclencher une vente supplémentaire. Ça veut dire que ils vont peut-être même aller chercher le produit un tout petit peu moins cher, type une veste de ski biosourcée je vais te prendre un exemple, à 800 € et une veste classique à 700.
qui est la même, hein, si on prend à peu près la même case, ils vont aller chercher la 700 euros. Donc, en- c'est dommage. Du coup, beaucoup de marques font un peu, j'ai l'impression, reculent un petit peu sur le sujet aujourd'hui. Elles priorisent du coup la rentabilité, voilà, ce que beaucoup font en ce moment, et les responsabilités passent un petit peu derrière. Nous, bah, on a beaucoup tapé sur les montagnes et sur la partie ski depuis 2-3 ans. C'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup parler, que c'est quand même voilà, c'est un sport en tout cas le ski est un sport qui pollue. La montagne est aussi utilisée pas forcément dans les bonnes conditions, avec un surtourisme qui a pu avoir lieu. Et donc voilà, on l'aborde, on aborde le sujet en fond forcément, parce qu'on va amener des produits recyclés dans nos gammes, mais on fait attention à pas trop, je peux pas dire de pas trop y aller, mais de pas trop faire un focus 100% dessus. Du fait que aujourd'hui, ça n'apporte pas forcément une vente supplémentaire, en tout cas aujourd'hui. Ce qui est dommage, hein. Ce qui est dommage, hein. Mais la réalité du marché, elle est là. Il faut pas forcément se cacher par rapport à ça. Euh, J'entendais donc, ce matin des agriculteurs à la radio français se plaindre en fait de la concurrence, mais qui est même européenne, hein, parfois de l'Espagne en l'occurrence ou du Maghreb, en disant tout le monde veut du local et évidemment être plus vertueux d'un point de vue environnemental, mais quand ils sont devant le choix, la tomate moins chère ou la tomate plus chère ou l'agrume moins cher, l'agrume plus cher, exactement. ils prennent souvent le moins cher, quoi. Exactement, ouais, bah, quand on en revient au pouvoir d'achat faible, non, écologie, donc qui passe en second plan. Voilà, c'est tout simple et tu vois, on en parlait tout à l'heure de Trump. Là aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, c'était la semaine dernière, mais il a remis en place les pailles en plastique, ce qui est une absurdité sans nom. Ouais, alors là, pour le coup, Euh, voilà, parce que j'ai considère, l'impression que c'est un voilà, symbole de l'Amérique. symbole de l'Amérique, bah, voilà, plastique qui est quand même fait à base de pétrole. Et donc, voilà, en fait, il y a beaucoup de choses qui ont été faites pendant 3-4 ans. Et là, on est en train de reculer. Du fait que la dynamique économique est pas bonne, on recule sur toute la partie développement durable. Voilà, à l'inverse, voilà, nous, en tout cas, de notre côté, on essaye de faire au mieux. Chaque marque a ses projets de développement durable, ses petits projets de relocalisation si on peut le faire. Et moi, en parallèle, je suis engagé aussi dans l'OSV, donc ça s'appelle l'Outdoor Sport Valley. C'est une association qui réunit toutes les marques de sport de France et étrangères également, où on a voilà, beaucoup de discussions par rapport à qu'est-ce que dans l'univers de la montagne, dans l'univers du ski, on peut faire pour amener à une économie plus verte sur le produit et un développement aussi un petit peu plus vert. Mais bon, ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais en tout Vous cas, n'arrivez pas à acheter le maïs que tu évoquais, là, vous n'arrivez pas à tous vous y mettre pour avoir une taille suffisante et faire baisser le coût de revient, quoi. non, aujourd'hui, non, la matière hors, euh, hors polyester recyclé, donc polyester classique, est privilégiée quand même principalement. Et ça a un coût, ça a quand même un coût supplémentaire de mettre de la matière recyclée dans les produits. Ça, c'est indéniable. Enfin, et après, T'as un ordre c'est de comme tu, grandeur? C'est 10-20%? moi, ça dépend des typologies de produits, mais ouais, tu peux aller chercher de l'ordre des 10% à peu près, ouais. Sur, ouais, d'office. Donc, tu as un produit que tu vas vendre 100 euros, tu le vendras 110. Bah, en fait, par exemple, si tu serais à 99 euros sur une veste, si tu seras en matière recyclée, tu serais plus aux alentours des 100, 109, 110. Bah, voilà, en fait, tu passes des barres à chaque fois si tu inclus des matières recyclées. Mais voilà, c'est à Mais, ne pas lâcher en tout et cas. vous,
vous avez essayé donc de mettre ces matériaux recyclés. Vous avez aussi essayé de relocaliser? Ouais, alors, sur les matières recyclées, on le fait hein, toujours. Hein. Degré 7, typiquement, on a 25% de gamme qui est en recyclé. Du Villard, voilà, on continue avec cette matière biosourcée, même si on n'en vend pas beaucoup, on continue à la présenter, à la mettre en avant. Et Aulp, on a entre 10 et 15% de la gamme qui est en matière recyclée. Voilà, quand on peut le faire, en tout cas, on le fait. Euh, Et sur la du coup, production? les Sur productions, la production, ouais. grande question la production, surtout en ce moment, principalement Asie. Sur nous, la production, on a donc Aulp, Aulp Vertigo et Degré 7 qui sont plus sur la partie Asie, et du Villard, on est à 50% en Europe et 50% en Inde. Donc, euh, on a essayé de fabriquer en France. Ça a été un échec. On a eu contacté une dizaine d'entreprises, donc principalement dans le nord de la France, enfin Bretagne, Normandie principalement, euh, avec qui on voulait développer une partie pull. C'était des pulls du Villard en mérinos acrylique, donc voilà, deux matières qui sont plutôt voilà, assez nobles. On s'est heurté à deux choses, à une question de volume, ça premièrement, et à une question aussi de savoir-faire qui était un peu limité à avoir lu sur la partie française. Donc malheureusement, on n'a pas pu le faire. On a dû rebrousser chemin. Donc ça, c'était notre premier essai sur le Made in France. Et dans un deuxième temps, on avait même essayé de regarder pour monter une usine de fabrication, nous, directement à Annecy. Pareil, ça a été un échec du fait des coûts qui étaient beaucoup trop élevés. Il n'y avait pas de rentabilité sur le projet à court moyen terme. Et, euh, et typiquement, là, les pulls, on a dû les faire au Portugal. Et quand tu prends la différence de coût qu'on aurait eu sur la France, au Portugal, on était sur un produit à prix de vente magasin à 179 euros. En France, on aurait été aux alentours des 300 euros. Donc, euh, ouais, on a un gros décalage chez nous euh, sur, euh, sur toute cette partie. Euh, voilà. Après, je pense que c'est continuer à pousser. Je vois qu'il y a beaucoup de sociétés qui en tout cas, essayent de faire au mieux pour qu'on fabrique sur la France. Euh, mais il y a quand même une réalité technique et une réalité prix qui est indéniable et qui, à mon avis, sera difficilement changeable dans un court terme. Bon, ben, merci en tout cas de l'exposer aussi sincèrement et clairement, sans bullshit. On avait non, mais c'est triste et c'est intéressant à la fois. Enfin, t'as Bah, vraiment essayé. On parle depuis des années de réindustrialiser la France, encore plus depuis la crise sanitaire où on a vécu des pénuries sur des produits de base. Là, l'exemple que tu donnes, alors le Portugal, bon, finalement, moi, je suis content. C'est l'Europe, c'est pas très loin non plus, et ça fonctionne, quoi. Mais de voir non, qu'il y a un mais tel écart de prix, c'est uniquement lié aux charges salariales et patronales, non, cet écart, plus les loyers, plus l'énergie. Quoi que c'est l'énergie en ça, France, en théorie, c'est OK, mais c'est un tout. Et puis, tu as aussi le savoir-faire technique qui a complètement disparu. En France, on sait fabriquer du caleçon, de la chaussette ou du t-shirt, mais dès que tu vas chercher un produit technique, il n'y a aucune usine capable de le faire. On n'a pas les outils, on n'a pas le savoir-faire. Voilà, on a du coup cette problématique qui est assez important. Et on le voit bien, bon, tu les as eu, un 1083, il y a le site français aussi là qui pousse dans cette voie. Euh, Moi, c'est des personnes voilà, que je leur donne beaucoup de mérite en tout cas de le faire parce que c'est quelque chose d'important. Mais voilà, je le vois, il se heurte à des murs qui sont très hauts et où on se rend compte que le Made in France est malheureusement pas rentable à aujourd'hui ou peu rentable. Et
et il faut qu'on arrive à. Moi, j'ai pas de solution, si tu veux, aujourd'hui à apporter par rapport à ça. On y a pensé, mais il n'y a pas de vraie solution à part vraiment mettre en place des lois qui permettent d'avoir des réductions ou mettre en place un schéma de fonctionnement pour les marques françaises, voilà, de dynamiser un peu ce savoir-faire-là. Mais malheureusement, l'Asie a la force aujourd'hui de la production et du coût. Et d'autant plus, comme on en parle depuis le début, il y a le pouvoir d'achat qui a baissé et qu'aujourd'hui, les gens sont plus capables d'acheter des produits trop chers. Et ils ont besoin d'avoir des produits qui soient au prix juste, voire un peu en dessous du prix du marché. Ouais. Ouais. Et puis en plus, le sujet que tu évoques, c'est non seulement ils sont moins chers, mais parfois c'est meilleur, quoi. Meilleure Ouais. qualité, meilleur savoir-faire, quoi. Donc ça, Aujourd'hui, c'est compliqué, quoi. aujourd'hui, ils sont forts hein, là aujourd'hui. Bon, il y a la partie chinoise qui est en place depuis longtemps, mais il y a des nouveaux pays qui sont en train d'émerger, qui sont en train de se mettre en place. L'Inde, typiquement, est en train de vraiment se développer en ce moment, donc je pense qu'elle va grignoter un peu la Chine. T'as la partie aussi Indonésie qui commence à bien se développer. Pareil, ils font des produits qui sont typiquement ils arrivent à sortir des vestes de ski hein, en Indonésie. Donc on a des Hmm. super belles usines de vestes de ski. Donc quand c'est pas le sport national, alors que typiquement ça c'est des choses que moi j'aurais préféré 100 fois pouvoir le faire chez nous. Mais bon, euh, j'espère en tout cas qu'on arrivera à trouver à terme des solutions sur le Made in France ou même le Made in Europe en général. Mais malheureusement, aujourd'hui, le, le, le- le business global nous impose pas forcément à revenir fabriquer chez nous. Et tu l'as cité, en effet, on avait fait un épisode intéressant avec 1083 qui produit des jeans en France. Ouais, Et d'ailleurs, c'est intéressant d'avoir l'histoire du jean et, qui est en lien avec Marseille ou avec Nîmes et qui arrive aujourd'hui à le faire et on lui souhaite encore de pouvoir le faire longtemps. Et, carrément. et de façon un peu différente, on avait fait un épisode avec Fago, avec Nicolas Rohr, Ouais, qui avait pris le parti dès le début de faire quelque chose le plus écologique possible. Il nous l'avait bien décrit, alors c'était déjà il y a 2 ans, hein, je crois qu'on avait fait cet épisode. Mais il avait pris le parti de produire aussi au plus près de la ressource. Donc, s'il y a du caoutchouc en Asie, les semelles de chaussures, elles seront faites là-bas et il n'avait pas cherché, lui, à tout internaliser, qui était une vision un peu différente du slip français ou de 1083 et qui semble fonctionner euh, au-delà du fait de compenser en plantant des arbres, quoi. bien sûr, bien sûr. Mais bon, c'est trois réussites hein, aujourd'hui. Hein. Donc, même Fago est sur un super beau développement. Donc, il y a encore des possibilités, mais le gros du marché euh, est quand même sur de la partie Asie, mass market à aujourd'hui. Pour continuer sur ce sujet développement durable, environnement, le ski, le réchauffement climatique, les montagnes, comment vous le regardez ce sujet? Puisque s'il n'y a plus de ski, vous n'êtes pas bien, quoi. Pour faire très rapide. Désolé de faire très droit au but, mais Ah mais t'as raison à avoir dit, c'est une grande question hein, qu'on se pose déjà depuis 3-4 ans. Si tu veux, t'as trois gros points. Donc, bon, nous, on utilise quand même des matières recyclées, on en parlait tout à l'heure. On essaye, en tout cas, de l'apporter. Euh, Aujourd'hui, tu as une diversification du produit aussi. Donc, faut sortir du ski, du tout ski et d'aller chercher des produits beaucoup plus versatiles. Donc, typiquement, je vais te prendre des exemples. Voilà, que ce soit, c'est une veste de ski, mais qui va pouvoir se porter en ville tout l'hiver. Donc ça, c'est vraiment un objectif de changement qu'on a mis en place sur les trois marques de ça se voit de textile. plus en plus, que ce soit des Ouais, stars qui mettent des doudounes bien chères, bien connues, et et exactement, exactement. Qu'on ne citera pas, mais voilà, mm, c'est des marques qui ont réussi à faire des, euh, une passation entre le pur ski et le ski outdoor slash ville. Euh, ouais. donc voilà, nous, on est sur cette diversification-là. Tu as un renforcement aussi donc, du textile outdoor pour une utilisation toute saison.
Donc voilà, tu as quand même une pratique de l'outdoor qui s'est bien développée depuis 4-5 ans, où on voit de plus en plus en ville des personnes qui vont porter des 3 couches ultra techniques, faites limite pour aller monter l'Everest, mais qui vont le porter pour aller chercher le pain le matin. Donc voilà, tu as une grosse dynamique outdoor ville qui s'est mis en place, quoi, là, qu'on essaye de suivre. Donc en tout cas, on suit la tendance. Comme t'en parlais, de toute façon, l'or blanc, comme on l'appelle ici, a- va tendre à disparaître de plus en plus, même si on a une belle saison cette année. On a quand même voilà, de la belle neige, plutôt bien. Et voilà, on suit la tendance à sortir un peu de la montagne pour aller chercher un peu plus de magasins de ville. C'est un peu notre objectif du moment. Et là, la collection de Grey qu'on en parlait tout à l'heure, héritage ultra coloré, très fashion, là aujourd'hui, 80% des ventes, c'est sur de la ville. Typiquement, à Paris, là, on va rentrer sur la partie printemps avec le Vieux Campeur, on rentre sur l'EcoSport de Paris. Donc tu vois, c'est sur des magasins un peu plus city que ce qu'on faisait avant. Donc assez intéressant aussi. Vous cherchez à faire des collabs? Est-ce que tu as un intérêt à faire un bon buzz avec un gros piron Euh, d'aujourd'hui pour faire revivre cet héritage de Grey 7? Comment vous faites? ouais, ça serait une bonne idée, t'as raison. Peut-être lui envoyer un petit message là pour les JO. Alors, le but c'est de faire. On a fait des collabs, enfin on a fait 2 collabs avec IKKS, avec Duvillard. Donc c'était IKKX X Duvillard. On était présent dans une quarantaine de magasins avec la marque. Là, ça nous a permis déjà d'amorcer un peu cette transition de produits pure ski Plus urbain? Ouais. ouais, donc aller vers l'urbain. On a voilà, un beau projet qui est à venir avec une belle marque française, donc qui est en train de discuter en ce moment, qui arriverait pas cette saison, mais la saison prochaine, euh, voilà, qui va faire un peu de bruit. Donc ça sera intéressant. Et pareil, sur du J'essaie de magasin regarder derrière de toi, mais ville. je vois pas d'indice. Ah, je l'ai noté dans un petit coin, faudra le chercher. Il faudra zoomer. Il Oui, faudra Charlie. zoomer un peu, exactement. Ouais. Et, mais voilà, ça va être plutôt intéressant. Et puis, ouais, on a nos gros schémas de développement aujourd'hui, c'est les magasins qui vont être assez intéressants avec Olp, et d'amener des collaborations avec des personnes. Tu parlais de Gros Piron, ça peut être quelque chose qui peut être sympa. Voilà, on a d'autres personnes en vue là qu'on est en train de targeter, pour voilà, faire un peu de buzz sur les marques, pour les faire connaître de plus en plus. Hmm. Peut-être Philippe Donc, Catherine pour la collection héritage de Grey 7, ça pourrait être rigolo. ça peut, ça Et peut. j'ai un souvenir de lui coloré au JO, tu vois, c'est pour ça. Ouais, exactement. Moi, je sais pas si c'est la meilleure image que j'aurais de la marque, mais C'est pas le premier pourquoi pas. sportif. Quand on dit sportif, c'est pas le premier qui vient à l'esprit, je te l'accorde. Non, exact. Mais bon, il a fait son petit buzz à lui-même, hein, donc ça a marché, Mhm. hein. Les JO, c'est 2030. Ouais. Vous avez envie de vous positionner de façon particulière là-dessus. Ça va être un relais de croissance. Euh, Aujourd'hui, moi, les gros vont se positionner, des Salomon, voilà, je sais enfin, ils vont y aller. Nous, ça va être plus à notre niveau, donc on va suivre un petit peu la tendance là, aujourd'hui. Donc, on va être là. Moi, comme je te disais, je fais partie du coup je suis administrateur à l'OSV. On est quand même bien en discussion avec toute la partie organisation aussi, etc. Donc, voilà, on va pouvoir voir de près ce qui s'y passe et avec nos marques essayer, ouais, de faire un petit peu de buzz parce que c'est quand même un rayonnement hors France quand même assez international, les JO, qui va nous permettre voilà, de faire rayonner déjà notre belle région. Mais si on arrive à mettre nos marques en avant, ça sera une bonne chose. On n'a Ça pas peut se encore faire à trop travers de réfléchi. sponsoring.
Au sponsoring d'équipe nationale, ça peut se faire comme ça? Typiquement, ouais, typiquement Degré 7 avant était sponsor du Ski de Boss, voilà, de la fédération de ski de boss en France. Donc, on a fait ça avec les marques, donc on sait faire, mais ouais, ça va être un beau projet global, je pense, pour toute la région. Donc, on va voir ce qu'on va pouvoir mettre en avant. Les yeux sur les genoux de Gros-Piron, c'était vous alors. Ouais, exactement. Non, c'était pas nous, ça aurait été trop beau. Là, on l'aurait ressorti. C'était un truc en plus. Ouais. Ça, c'était, non, là, ça aurait été trop beau. Et la combi derrière, c'était vous. Ouais, Ouais, génial. exactement. Ouais, c'est bon souvenir. Puis là, comme il va être nommé, là, on revoit des photos assez mythiques de l'époque. Bah, là, il va être bien mis en avant là pendant je pense que c'est une belle visibilité pour lui aussi. Ouais, c'est un bel accomplissement. Ouais. Que, voilà, d'avoir un beau challenge en tout cas. Je crois il manque un peu de sous là. Il va falloir aller chercher un peu de sous pour remplir les caisses, pour faire un bel événement. Mais là, ça va être un beau challenge en tout cas. Yes. Écoute, merci. On a fait un bon tour. J'ai oublié quelque chose que tu voulais dire? J'ai oublié une bonne question. Non, écoute, je pense on est plutôt pas mal. Très bien. Écoute, un grand merci pour ce bon moment. Longue vie au groupe familial, à Mathéis et à toutes ces jolies marques.